Bonjour tout le monde. Désolé pour le retard, souci technique, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Je vous remercie d'être là. Je vais essayer d'être bref. Je vais essayer d'être efficace dans ma communication et c'est hyper dur. Du coup, je vais faire plein de raccourcis parce que je vais exposer mon point de vue et en 15 minutes, je peux pas étayer tous les arguments que je vous présente. Donc, si vous avez des questions ou vous voulez continuer une discussion après, je vous y encourage. Vous êtes sûrement venu ici parce que vous aimez les bons jeux de mots. Et on va parler de Git et de microservices. Du coup, j'en ai eu un autre jeu de mots sympa pour l'occasion. Donc, bonjour, je suis Fabien Lamarck, je suis ingénieur YAML, je fais du YAML toute la journée. Je suis indépendant, ma boîte c'est Velvet Lemons Consulting, c'est le nom de mon groupe de punk quand j'étais adolescent. Sur Twitter, je m'appelle Fabinou, et je suis membre de l'association Okiwi qui organise des événements tech à Bordeaux, des meet-ups, des coding dojo, l'Agile Tour. Donc si vous êtes bordelais, je vous encourage à venir à nos événements. Vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Ok. On va commencer par une citation d'Antonio Gramsci, une citation que j'aime beaucoup. « Le vieux monde se meurt, nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres », avec une peinture superbement agréable de Francisco Goya. Qu'est-ce que m'évoque cette citation? C'est qu'on a une époque charnière du développement logiciel où on change complètement sur plein d'aspects, la manière de s'organiser, de travailler. On commence à travailler en microservices, on commence à être auto-organisé de plus en plus. Et on continue de traîner des outils avec nous qui sont l'ancienne manière de travailler. Donc je parle là précisément de Git. Voilà. Et du coup, le fait de garder des vieux outils avec des nouvelles méthodes de travail, ça amène plein de problèmes. Et ces problèmes sont plus ou moins compliqués à gérer. Donc ça se passe généralement mieux que pour le fils de Saturne dans la peinture, mais on avance. Je ne vais pas expliquer Git parce que je pars du principe que tout le monde utilise Git au quotidien. Si ce n'est pas le cas, je n'ai pas 15 minutes de toute façon pour vous apprendre Git. Et je vais aller très vite sur les microservices parce que je n'ai pas le temps non plus de faire une formation sur les microservices. Donc, qu'est-ce qu'un microservice? En premier lieu, un microservice, ce n'est pas un monolithe. Vous êtes bien avancé. Qu'est-ce qu'un monolithe? Un monolithe, c'est le terme technique. Dans le métier, dans le jargon, on appelle ça plutôt un gros tas de bouse. C'est un logiciel en fait où il y aura l'UI, les services, l'accès aux données, l'envoi de messages, les métriques, tout ça dans la même base de code, et qui vieillit. Généralement, un monolithe, c'est vieux dans notre esprit, et qui est de plus en plus dur à maintenir. Si vous avez déjà travaillé sur un monolithe, le terme qui fait peur, c'est un plat de spaghettis, c'est un truc où dès qu'on introduit une feature, on introduit aussi des régressions qu'il faut ensuite corriger. Et donc, les gens en ont eu marre de ça, ils se sont dit, bah, finalement, si c'est beaucoup plus facile de bosser sur des petits projets, pourquoi on ne découperait pas notre monolithe en petits projets pour que ce soit plus facile? En vrai, c'est beaucoup plus dur que ça, mais c'était l'idée de base. Quand je vous ai dit que je ferais plein de raccourcis, là on est les pieds dedans. Avant, c'était ça, une application. On avait tout intriqué, notre UI, notre API, nos services. J'ai mis un word art pour montrer que c'était les années 2000. Et tout ça, c'est dans un repo Git. Maintenant, en microservice, on a un repo Git pour chacun des anciennement modules de notre application, qui sont le front-end, la couche service, l'accès. Vu que c'est à la mode, on fait un back-end for front-end, c'est juste une API qui fait passe-plat. Elle aussi, elle a son repo Git. Tout ça, ça communique via HTTP principalement, des fois par RPC, j'espère pas, des fois par fil de message. Généralement, on fout un Kafka au milieu qui redistribue les messages à tout le monde. Et du coup, on se pose la question, finalement, qu'est-ce qu'une application? Parce que je vous dis, une architecture microservice, c'est le fait de faire plusieurs applications qui marchent ensemble. Et le problème, c'est que finalement, avant c'était une application, maintenant on en a plein, on a les mêmes fonctionnalités au final. Est-ce qu'on a plusieurs applications ou est-ce qu'on en a qu'une? Donc il faut se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une application? Chez la plupart des développeurs, une application, c'est ce qu'il y a dans un repo. Comme ça qu'on considère. Et c'est une unité qu'on déploie indépendamment des autres. Une application a son processus de déploiement, peut-être ses règles de qualité de code, tout ça. Ses règles d'indentation, plutôt. De mon point de vue, une application, c'est une unité de code indépendante des autres. Si votre application, si vous avez une feature que vous pouvez déployer et committer que sur une seule base de code, ça vaut une application. Voilà.
Et ce que serait une application, c'est l'ensemble de la fonctionnalité, même si elle passe par plusieurs machines et plusieurs VM. Je vous laisse lire les slides, ils sont très compliqués. Attends, j'avais une application, une animation pour prendre mon temps pour boire. Du coup, en microservices, tout ça, à la base, pour la plupart des gens, ce sont des applications. Et du coup, chacun a son repo Git. Et donc là, c'est le cœur du problème, c'est que qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un repo Git pour chacun des microservices? Il y a plein de boîtes qui se disent en 2010, tiens, c'est sympa, on va faire des microservices parce que c'est à la mode. Et donc ça, c'est un tweet qui a 2 semaines d'un mec qui dit, bah voilà les règles réseau. Donc on autorise certains conteneurs microservices à parler avec d'autres. Et chaque autorisation de communication est un trait bleu sur ce graphe-là. Et donc ça, c'est... enfin, on se moquait du spaghetti dans les monolithes. On est quand même sur un truc compliqué. On voit bien qu'en plus, il y a des points noirs au milieu, là où tout le monde a accès. Donc tout le monde a le droit en écriture ou en lecture là-dessus. Où ce truc-là, il communique avec tout le monde. Et ça rend les choses hyper compliquées. Petite parenthèse, je pars du principe que si vous faites des microservices, vous utilisez Docker. Pourquoi? Parce que vous imaginez bien que si vous avez 1500 microservices qui sont des applications différentes, dans des langages potentiellement avec des versions différentes, qui se déploient de manière différente, vous n'avez pas un DevOps qui va faire 1500 jobs Ansible pour chacun de vos applications. Et donc ce que vous permet Docker, c'est d'abord c'est d'avoir un flow de delivery unifié, d'avoir la même manière de déployer toutes vos applications. Et ça va vraiment faciliter le job du déploiement, c'est que vos ops sont capables de tout redéployer aussi facilement parce que leur unité de déploiement, bah, finalement, c'est un conteneur Docker. L'autre avantage de Docker, c'est d'avoir des apps stateless. Qui ici pense qu'il pourrait expliquer ce que c'est qu'une app sans état? Stateless, Docker, tout ça? Pas grand monde? Ok. Une app stateless, c'est un truc qui va pas... C'est une application qui ne va pas garder en mémoire, en data, les infos qui passent par elle. Donc elle ne stocke pas de session, elle ne stocke pas de data, elle n'écrit pas dans un système de fichiers. Tout ça, on le délocalise dans une base de données, comme des gens civilisés. Et ça permet d'avoir une architecture qui scale. Si vous avez besoin d'avoir un composant s'il y a un composant qui est le bottleneck de votre système, de votre architecture, vous pouvez le scale up très très facilement parce qu'il est stateless. S'il n'est pas stateless, il faut faire du cache distribué, ça devient très très compliqué. Donc rapidement, est-ce que vous devez faire du microservice dans votre projet? Non. Ouais, comme ça, c'est réglé. Voilà. En fait, si vous ne m'écoutez pas et que vous voulez quand même faire des microservices, vous avez 2 manières de faire. Soit vous décidez que vous avez un monolithe, vous prenez un module que vous voulez genre scale up par exemple, vous l'extrayez dans un microservice, donc vous le mettez dans Flask, dans Python, dans Spring, un truc comme ça. Si vous êtes capable de copier-coller le module, le mettre dans un autre framework et que ça marche, c'est super cool. Sauf que si vous faites ça, c'est sûrement que vous avez un code facilement maintenable, très bien découpé, et généralement, du coup, vous n'avez pas de problème à coder dans un monolithe dans ce cas-là. Donc ce que je vois, c'est qu'en fait, des gens, quand ils veulent faire des microservices, ils font des nouvelles applications, et ils recodent tout. Ils disent, bah, tiens, notre système de panier de e-commerce est beaucoup trop compliqué, donc on va réécrire notre système de panier de e-commerce. Et ça, c'est une super mauvaise idée. Ben, c'est un autre problème, c'est pas le sujet du talk, mais si votre entreprise en tant que système génère du code dégueulasse, immaintenable au bout de 2 ans, il n'y a pas de raison qu'en microservice, elle arrive magiquement à générer du code maintenable. Sauf qu'en plus, ce sera sur des machines différentes. Du coup, vous allez sûrement arriver, il y aura 561 001 résultats après votre opération. En fait, le cœur du problème, c'est que quand vous voulez déployer votre application, vous allez utiliser les mêmes principes d'avant. Donc vous allez faire un repo Git par application microservice. Si vous faites ça, vous allez devoir abandonner le build once, run everywhere. Build once, run everywhere, c'est le fait de dire votre image Docker, vous la buildez une seule fois, et après vous êtes capable de la déployer librement en dev, en pré-prod et en prod. Ok ?
Si vous faites ça, c'est cool. Vous avez un process unifié de déploiement et vous pouvez passer sur Kubernetes comme vous voulez, sur une VM. C'est hyper facile. Le problème, c'est que si vous avez un repo Git par microservice, vous allez devoir gérer le fait que votre application qui, par exemple, BFF, se connecte à une application, un microservice d'API, service, avec du business, avec du domaine à l'intérieur. Ces deux-là, vous allez devoir synchroniser leur niveau de déploiement. Et là, ça devient compliqué parce que vous devez gérer le fait d'avoir des versions, d'avoir les microservices de la bonne version en face, qui peuvent marcher. Vous allez devoir synchroniser les versions de deux microservices qui ont des semver différentes. Et ça va être très compliqué. Une des manières de faire, c'est de coder un gestionnaire de dépendance avec des niveaux de version de librairie qui doit les synchroniser pour être sûr qu'en prod et en pré-prod, vous avez des trucs qui marchent bien ensemble. Et ça, il n'y a personne qui prend le temps de coder ce genre d'outils dans son entreprise. Donc ce que vous allez faire, c'est sûrement se vous dire, eh ben, on va faire du Git flow. Est-ce que tout le monde sait ici ce que c'est Git flow? Qui sait ce que c'est Git flow ici? Ok, gardez la main debout, en l'air. Qui se fait du Git flow en microservice? Ah putain, c'est bien, ok. Ce que j'allais dire, c'était une très mauvaise idée de faire du Git flow en microservice. Pourquoi? Parce que en microservice, pour chacune de vos applications, vous aurez ça. En fait, qu'est-ce que ça représente? Une branche, c'est un environnement de déploiement. Okay, et du coup, pour déployer, ce que vous allez faire, c'est que vous allez merger develop. Voilà, develop, c'est l'endroit où il y a toutes les features qui sont en train d'être développées. Vous allez merger dans la branche de prod. Faire ça, ça va déployer du coup sur la prod de vos trucs. Donc déjà, il faut se poser la question de dans quel ordre je vais merger mes features en prod pour qu'au déploiement, ça pète pas tout. Déjà, c'est super dur. Et en plus, si vous avez... Parce qu'en fait, vous n'avez pas une branche, vous en avez 15. Parce que vous avez les hotfix, vous avez les merges, vous avez monté de version, vous avez plein de trucs. Ça rend le truc très compliqué. Vous pouvez vous dire aussi, en faisant comme ça, que vous allez mettre des tags sur les versions en disant bah, ça c'est la version 1.0. Et donc sur chacun de vos microservices, vous aurez un tag 1.0 et vous pouvez dire à votre gestionnaire de déploiement, bah, vous déployez tout en 1.0. Mais ça c'est compliqué pour la même raison, c'est qu'il faut commencer à faire des tags partout. Et là en fait on a complètement abandonné le build once, run everywhere. Parce que là on ne déploie pas le même code sur chacun des environnements. On n'a pas l'intérêt de Docker en fait. C'est complètement con de faire ça en fait. Du coup, en fait, le cœur du problème, c'est que toutes vos applications, elles sont couplées les unes entre elles. Et quand vous faites une démo à votre client et que pour faire la démo, vous êtes obligé de déployer chacune des applications de vos microservices, c'est qu'elles sont couplées. Peut-être un couplage faible à base de requêtes HTTP ou de messages dans Kafka, mais c'est quand même un couplage. Et en fait, le cœur du problème, il est là. C'est que dans les microservices, le but, c'était de découpler des applications, et en fait, elles sont toujours couplées. Et vous avez toujours besoin de les synchroniser ensemble. Sauf que maintenant, comme vous utilisez Git et un repo par microservice, vous avez perdu votre couplage fort entre les versions des différents composants. Et donc là, il y a des gens qui se disent bah, très bien, on a plein de moyens, donc on va faire un monorepo. Monorepo, c'est une manière overkill de tuer une mouche. Enfin, c'est tuer une mouche avec un tank. C'est le fait de dire toutes vos applications, vous les mettez dans le même repository de code, et c'est ça qui va gérer les montées de version. Idéalement, ça veut dire que en une feature, vous pouvez éditer, bah, si vous voulez genre, envoyer un nouveau paramètre dans votre requête, bah, en une pull request, vous allez faire ça dans la couche BFF, dans Service, dans Data Access, et normalement ça marche. Et en un coup d'œil, vous voyez où tout est modifié. Mais ça, il y a deux manières de le faire. Alors déjà, qui a un monorepo? Toutes les grosses boîtes. Google, j'ai vu des informations un peu contradictoires dessus, parce que des fois ils disent qu'ils en ont un, des fois pas. Mais Facebook et Twitter, ils en ont, et ça représente des millions de fichiers, des millions de commits, de lignes de code ensemble. Pour info, quand on va bosser chez Google, ils vous filent pas genre l'adresse du repo, ils vous filent un disque dur de 150 Go avec déjà le repository. Voilà. Petit, je ne sais pas si vous savez, sur Git, Git ne stocke pas les éditions de fichiers. Git garde en mémoire toutes les versions de fichiers historiques. Et donc ça veut dire que si vous avez un monorepo qui stocke
toutes les versions de fichiers historiques depuis 20 ans de chez Google, vous avez un truc qui est gigantesque. Donc en fait, Git, c'est pas le bon outil pour gérer du code à l'échelle. Mais ça permet de... Enfin, ils arrivent à le faire marcher. Globalement, il y a deux manières de faire des repos. Il y a la manière de faire un monorepo au niveau de l'entreprise. Et donc là, on utilise des Git submodules, généralement. Et il y a la manière au niveau d'une équipe. Au niveau... Ouais, mais j'ai commencé en retard, alors je finis en retard. Au niveau d'une entreprise, en fait, on fait un Git submodule. Et Git submodule, c'est le fait de dire, dans le module principal, dans le repository pair, vous stockez le SHA-1 de chacun des submodules, donc des repositories fils. Et ça marche en pratique. Ça marche en théorie, pardon. En pratique, c'est horrible. En fait, toutes les commandes Git, elles changent légèrement. Les Git clones deviennent des Git clones récursifs. Git pull devient un submodule update init récursif. Et tout ça, ça veut dire que vous allez devoir réapprendre Git. Et si vous avez déjà intégré des nouveaux ou des personnes qui ne connaissaient pas Git dans votre équipe et que vous avez passé des jours et des jours avec eux à essayer de débugger le tas de merde dans lequel ils s'étaient mis parce qu'ils avaient mergé, enfin, ils avaient fait n'importe quoi au moment des merges, et bien là, ce sera 10 fois pire parce que ça, ce sera à l'échelle de tous les repos de code de votre équipe. Et donc là, vous allez littéralement passer votre temps à genre, tout supprimer et tout repull, tout git clone parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Mais il y a moyen de le faire marcher en outillant énormément les développeurs. Mais c'est super dur. Enfin, mais il y en a qui y arrivent. Globalement, c'est un outil puissant, du coup hyper complexe. C'est faisable d'avoir une feature qui est span sur plusieurs applications, sur plusieurs microservices, et ça va vous permettre de gérer des droits sur des submodules et de dire, bah, je sais pas, toi Jérôme, je te fais pas confiance, t'as pas le droit de toucher à mon repository. Mais c'est super efficace si on a 300 ingénieurs qui bossent à temps plein sur l'outillage de TDev, ce qui n'est pas votre cas, je pense. Et voilà, et puis si on commence à rater des merges dans l'histoire, ça devient complètement infaisable. La deuxième manière de faire que je vous conseille, c'est à l'échelle de l'équipe. C'est une manière mixte de faire les choses. C'est de dire, vous prenez un seul repository de code, et au lieu de rajouter des submodules, vos applications sont des dossiers. Donc ça change la manière de traiter. C'est qu'en fait, vous voyez votre ensemble d'applications de microservices comme une seule application cohésive, avec une relation forte entre les différents éléments. Et ça, avec des mécanismes de déploiement idempotents, c'est assez facile à mettre en place, en fait. Ça permet de gérer des tags sur des versions pour pouvoir dire, bah, dans l'environnement de dev, je déploie telle version ou telle version. La revue de code est plus facile. Et c'est hyper facile d'outiller des nouveaux développeurs qui arrivent dans vos équipes. Si vous avez une manière cohésive d'avoir toutes les applications en même temps, au même endroit, pour tout le monde, c'est facile de faire un script shell qui va tout build en Docker, par exemple, qui va faire un Docker Compose. C'est facile de faire un script qui va lancer les tests unitaires, ou même d'avoir des tests d'intégration. Par contre, c'est pas magique. Les hooks de CI/CD seront à faire sur des dossiers. Et donc ça, sur Jenkins, c'est chiant à faire. Il y a plein de logiciels de CI pour qui ça va avoir du mal. Ça ne peut pas scaler au-delà de l'équipe. Et impossible de gérer des droits, c'est impossible de dire que tel dossier, telle personne n'y a pas accès. Donnez forcément l'accès à toutes les applications, à tous vos microservices d'un coup. Du coup, la conclusion, elle est hyper violente, c'est que à l'heure actuelle, il n'existe pas de manière simple de versionner du code dans des microservices au sein d'une équipe. Il n'y a pas de solution ultime. Du coup, si vous veniez là pour ça, je suis vraiment désolé pour vous. Je suis porteur de mauvaises nouvelles. Et je vous remercie.